Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au Burkina Faso qui officialise sa demande de rupture de la présence militaire française dans le pays. Le porte-parole du gouvernement burkinabé dénonce l'accord qui permet aux forces françaises d'être sur place et leur donne un mois. Le Quai d'Orsay a réagi en affirmant avoir bien reçu la note verbale transmise à l'ambassade, mais Paris demande que cette décision soit endossée par le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré. 400 membres des forces spéciales françaises sont déployés au Burkina afin d'aider les autorités locales à lutter contre les djihadistes. Alors, pourquoi une telle annonce de la junte burkinabé et comment analyser la réaction du Quai d'Orsay? Le Burkina Faso se tourne-t-il vers la Russie? La France va-t-elle connaître au Burkina Faso le même scénario qu'au Mali? On en discute avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Niagalé Bagayoko. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'African Security Sector Network. Bienvenue Niagalé. En face de vous, Francis Patindé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et enseignant à Sciences Po. Bienvenue à vous également. Merci. Nicolas Normand, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France au Mali, Congo et au Sénégal. Auteur du Le Grand Livre de l'Afrique, Chaos ou émergence au sud du Sahara. Et c'est aux éditions Erol. Antoine Glaser est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, co-auteur de Le piège africain de Macron et c'est chez Fayard. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du Quai d'Orsay de réclamer des explications du Burkina Faso. Et c'est par écrit que le ministère a choisi de répondre à la lettre de Ouagadougou qui réclamait le départ sous un mois des troupes françaises de son territoire. Nous avons bien reçu la note verbale transmise à notre ambassade. Comme l'a dit le président de la République hier, nous attendons que le président de la transition burkinabé clarifie la portée de cette note. La France réadapte en concertation avec ses partenaires son dispositif au Sahel pour rester aux côtés des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. En attendant que le président de transition, Ibrahim Traoré, s'exprime, le sort des 400 soldats français stationnés dans ce pays du Sahel reste incertain. La présence de la force Sabre était de plus en plus contestée après les 2 putschs survenus en 2021 et 2022. Le Burkina Faso affirme que la fin de l'accord signé en 2018 avec la France ne signifie pas la fin des relations diplomatiques avec Paris, mais permettra simplement au pays de se défendre lui-même. Les autorités françaises également ont toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Le retrait de la France du Burkina Faso suivrait celui du Mali. Le dernier soldat de l'opération Barkhane avait quitté Gao en août 2022. Antoine Glaser, juste pour cadrer le débat, d'abord rappeler que la junte est arrivée au pouvoir après le coup d'État du 30 septembre 2022. C'était le 2e coup d'État en 8 mois. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle décision de la part de la junte ? Oui, ça se fait d'une façon beaucoup plus soft qu'au Mali, où il y a eu vraiment l'expulsion de l'ambassadeur de France. Là, ils ont simplement demandé à ce qu'on change d'ambassadeur. Mais on voit bien, si on reprend un peu le fil, on voit bien quand même qu'à l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il n'avait pas la même position vis-à-vis de la France. Il y a une coopération militaire qui commençait à s'amorcer avec la France, avec Paul-Henri Damiba. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu que la secrétaire d'État, Emmanuel Macron, avait envoyé la secrétaire d'État française le 10 janvier, à Ouaga, pour essayer un petit peu. On voyait bien qu'il y avait déjà un problème. Et donc, à mon avis, la France a pensé qu'il pouvait jouer sans doute des dissensions entre le président Ibrahim Traoré et puis son Premier ministre qui s'est rendu à Moscou en décembre. Donc je veux dire, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron il dit oui, mais il faudrait que ça soit de président à président. Simplement, je trouve ça même plus grave que le Mali, parce que ça ne se fait pas dans des violences verbales. Ça se fait sur le fond des relations franco-africaines. Et ça, c'est beaucoup plus grave, parce que pour moi, c'est plus grave.
c'est le problème des Africains. Mais disons, c'est un vrai tournant. Ça veut dire, ça montre beaucoup plus fort que le Mali une période historique qui est en train de tourner, de se changer. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas simplement des histoires, oui, là la France parle de Quai d'Orsay, on n'a pas reçu votre note et tout, mais c'est parce que ça se fait avec des Burkinabés très affirmés, en disant, ben voilà, c'est comme ça, c'est notre souveraineté. Et c'est ça qui change vraiment, parce que ça se fait pas dans la violence comme ça s'est fait au Mali. Nicolas Normand, vous êtes d'accord? Il y a vraiment un changement là qui s'opère. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, en ce sens qu'on voit bien que les propos du porte-parole burkinabé, quand il annonce la rupture de cet accord de coopération militaire, au contraire, il rend hommage au sacrifice des militaires français et il appelle une aide en équipement pour le Burkina Faso. Donc, il veut prolonger la coopération militaire avec la France. Ce n'est pas une rupture, mais ça va dépendre maintenant de la France. Soit la France répond positivement, et à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas un véritable changement de partenaire. La France restera avec de bonnes relations avec le Burkina, ou bien la France dit non, et le Burkina se tournera vers la Russie et probablement vers Wagner. Mais la France a un dilemme, parce que cette aide en équipement militaire, elle serait destinée en pratique pas seulement à l'armée burkinabé, mais à ces milices villageoises formées par l'armée burkinabé qu'on appelle les volontaires de défense de la patrie. Il y en a 90 000 qui sont en cours de recrutement et on a peur, si on leur donne des armes, qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des violations des droits de l'homme. Et donc la France, probablement, ne va pas donner des armes. En tout cas, elle va s'interroger sur cette question. Et si elle répond négativement, à ce moment-là, on aura un vrai changement et le Burkina va se tourner à ce moment-là vers la Russie. Donc la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Oui, écoutez. largement. C'est ce que vous pensez. Niagalé Bagayoko, une réaction peut-être sur ce que vient de dire Nicolas Normand? Moi, je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'on est dans un tournant quant à la perception de la France dans la région, mais il me semble quand même que le Burkina Faso a une tradition d'affirmation de sa souveraineté depuis la période sankariste. On est aussi dans un schéma où cette fameuse installation de la force Sabre, c'est en 2010 opérée dans le plus grand secret, précisément parce que le président Blaise Compaoré, qui était l'un des rares à avoir été proche de la France, a souhaité ne pas rendre publique cette installation de peur des réactions de la population d'ores et déjà. Donc je pense que c'est très important aussi de s'intéresser à ces dynamiques historiques. Francis Patinde, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Normand justement sur le fait que la balle soit dans le camp d'Emmanuel Macron? Sûrement, mais je pense que... Pourquoi est-ce qu'il demande que ce soit spécifiquement effectivement le capitaine Traoré qui demande le départ des troupes françaises? Il y a une lettre que nous avons tous lue qui date du 18 janvier. Cette lettre est signée du ministre des Affaires étrangères. Donc elle ne peut pas envoyer une pareille lettre sans l'accord de son président. Elle n'est pas folle à ce point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est l'accord militaire, en fait. C'est du 19 janvier 2015, en fait. Et dans cet accord, il y a 16 articles. Moi, j'ai eu la chance de lire la totalité de l'accord, 8 pages, 16 articles. Et le dernier alinéa de l'article 16 dit exactement ceci. Chacune des parties peut dénoncer donc, cet accord et le préavis, le délai de préavis est d'1 mois. Donc les Burkinabés n'ont rien fait d'autre. Moi, je l'ai lu, cet accord. Moi aussi. Donc pourquoi demander une précision supplémentaire? Pourquoi demander à ce que ça soit justement... C'est une grande maladresse. C'est une maladresse? Moi, je pense, que ce n'est pas une maladresse, c'est d'abord une vexation aussi au niveau de la France. Faut pas se leurrer, c'est une vexation. En plus, je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr, avec l'ambassadeur Nicolas Normand sur l'histoire que la France, finalement, c'est France-Russie. Moi, je ne suis pas du tout dans ce schéma. Je pense qu'il faut d'abord voir les problèmes des relations entre la France et le Burkina Faso. Et là, je suis beaucoup plus d'accord avec Niagalé Bakayoko. C'est une sorte de souveraineté, d'affirmation d'une période historique. Ça paraît anachronique, mais c'est la réalité. La France, les Burkinabés, ils ne vont pas se tourner vers la Russie. La France va essayer de jouer les dissensions. Mais c'est des périodes historiques qui se tournent. La deuxième chose qu'il faudrait dire, peut-être que vous avez prévu d'en parler, c'est que les forces spéciales françaises qui sont là, ça n'a rien à voir avec l'opération Barkhane. En quoi est-ce différent, en un mot?
En quoi est-ce différent, des forces spéciales, vas-y. Les forces spéciales ont tout d'abord pour mission, donc cette force il y en a 400 hommes, vraiment de lutter pour éradiquer la tête des mouvements djihadistes, non pas pour se battre contre les combattants. C'est vraiment ce qu'on appelle le contre-terrorisme qui se fait de manière très furtive. Et ce n'est pas prioritairement, il faut le rappeler, sur le sol burkinabé. Ça a été principalement au Mali. C'est la force Sabre, notamment, qui est à l'origine de la mort d'Abdelmalek Droudel, quand même, le chef d'AQMI. Donc ça, il faut le rappeler. Juste sur le territoire burkinabé, la principale intervention de la force Sabre, c'est lors de l'attaque de l'état-major burkinabé et de l'ambassade de France, où les forces ont été sollicitées, mais elle était très peu présente au Burkina. Nicolas Normand, donc on n'est pas dans le même scénario que retrait force Barkhane du Mali. Il n'y a pas de véritable tournant, contrairement à ce que dit Antoine Glaser, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de coopération militaire active entre la France et le Burkina Faso. Barkhane n'était pas en fait actif au Burkina Faso, et au Burkina Faso, il y avait juste ce petit détachement de quelques centaines de militaires français qui n'agissaient pas pour l'essentiel au Burkina Faso, mais dans les pays voisins. Parce que l'armée burkinabé, depuis longtemps, ne souhaitait pas une coopération militaire avec la France. Du temps du président Kaboré, c'est-à-dire jusqu'à janvier 2022, il y avait déjà cette réticence, parce que le président Kaboré ne voulait pas imposer une coopération militaire entre la France et son armée, parce que son armée était assez imprégnée encore de cette logique héritée du président Sankara, n'est-ce pas, qui était un président héroïque de la lutte anti-impérialiste, anti-coloniale et donc anti-française. C'est l'ancienne puissance coloniale. Faire appel à la coopération militaire de l'ancienne puissance coloniale, il y a un caractère humiliant vis-à-vis de la souveraineté. Mais ils l'ont fait. Oui, mais ils l'ont fait. Non, ils l'ont Kaboré l'a fait 2 fois. Voilà. Et c'était Compaoré qui avait fait ça. Avant d'être renversé. C'était Compaoré qui avait fait venir la force Sabre. Et donc, cette force Sabre, elle n'agissait presque pas au Burkina Faso, elle était très discrète, et Barkhane lui-même n'agissait pas au Burkina Faso. Donc, il n'y avait déjà pas de coopération militaire. Donc, ce n'est pas un tournant, c'est une continuité de cet esprit de souveraineté, où il souhaite, le porte-parole l'a clairement dit, n'est-ce pas, il souhaite que ce soit les Burkinabés eux-mêmes qui assurent leur défense, d'où le recours à ces fameuses milices VDP, qui seront des espèces d'anciennes milices encadrées en principe par l'armée, en principe formées par l'armée, mais qui ont besoin d'équipement. Et donc, d'où la demande française, faite à la France, de les équiper. On n'a pas encore on n'a pas répondu, et c'est une demande qui doit être examinée avec précaution, évidemment. Francis Patine-Demet, c'est tout de même un geste fort contre la France. Absolument. Je pense, pour revenir à Macron, qui voulait aussi gagner du temps pour pouvoir négocier. Parce que vous ne pouvez pas, au fil des mois, perdre de grands pays anciennement colonisés par la France, le Mali, le Burkina, et qui demain? Vous savez, ça envoie des messages dans la sous-région. Donc, il faut gagner un peu de temps, négocier aussi. Il y a, pour rectifier quelque chose... Donc, il y a une marge de négociation possible. Moi, je pense que le temps oui. presse. Mais il y a un accord d'assistance militaire avec le Burkina Faso, qui s'appelait la Haute-Volta, qui date de 1961. Absolument. Et cet accord n'a pas été dénoncé, y compris par Sankara. Tout à fait. Donc cet accord existe. Et personne, jusqu'à preuve du contraire, ne remet en cause. Donc on n'est pas dans un scénario à la malienne. On est dans un scénario, à la malienne, mais extrêmement différent. Encore une fois, il n'y a pas cette violence qu'il y avait dans les relations. Mais il y a rupture ou pas rupture. Mais vous ne semblez pas. Il y a un mouvement général qui est celui de la rupture, du changement. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, sur la sémantique. Il y a bien sûr qu'il y a un changement. Il y a un changement profond, qu'il y a un changement qu'on a vécu pendant trop longtemps dans un anachronisme historique où la France s'est crue chez elle pendant très longtemps dans ces pays. Et c'est ça le changement profond. C'est un changement historique. Un changement, pardon. C'est un changement qui est lié à la jeune génération qui a pris le pouvoir. Est-ce que c'est un changement? Parce que, pardonnez-moi, Antoine Glaser, vous avez créé un livre là-dessus. Emmanuel Macron, en arrivant, voulait incarner cette jeune génération qui allait changer les rapports entre la France et l'Afrique, sortir de la France-Afrique. On se souvient du discours de Ouagadougou. Or, aujourd'hui, voilà le bilan. Si on ne comprend pas ce qu'est la période de post-colonial 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 90, il y avait un système intégré politique, militaire, financier français
qu'on appelle pour faire court la France-Afrique. La France a cru qu'on pouvait poursuivre un peu, rester comme ça. Tout le monde regardait la réunification de l'Allemagne, personne ne regardait l'Afrique se mondialiser. On parle de la Russie, mais vous avez la Turquie, vous avez le monde entier en Afrique. Et la France est toute surprise de voir que sa coopération, on n'en veut pas forcément, etc. Et vous avez cet anachronisme refoulé africain qui fait en disant maintenant on veut d'autres partenaires, c'est tout. Oui, Moi, je suis entièrement d'accord avec Antoine. Moi aussi. Je dis juste... La France, on est à un carrefour. Voilà. Il faut que la France passe de la position de celui qui parle à la position à la posture de celui qui écoute. Et apprendre l'Afrique. Et apprendre de l'Afrique. Et c'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son discours à Ouagadougou, lorsqu'il a voulu incarner le changement. Sur un tel ton que personne n'y croyait. Non, moi, pardon. Attends, laissez juste terminer, et puis après, vous prenez la parole. Juste, vous prenez un jeune entre 25 et 30 ans en Afrique aujourd'hui, il se demande, mais c'est quoi ce système ? Que font des militaires sur nos territoires? Que font-ils? Qu'on nous explique au moins, sont-ils là pour nous protéger, pour protéger le chef qui est au palais ou pour protéger et lutter contre le terrorisme? Deuxième chose, ils se disent, mais pourquoi on veut remplacer un ancien franc CFA par un nouveau franc CFA? Pourquoi on ne nous laisse pas comme les Zambiens avec le kwacha? Pourquoi pas les Mauritaniens avec le dalassi? Pourquoi pas l'autre avec le dalassi en Gambie? Et pourquoi pas le Gouya? Ils se disent, mais la Zambie et la Mauritanie ne se portent pas plus mal que la Centrafrique. Expliquer de façon simple, intelligible aux gens ce que la France fait là. Allez-y tous les deux. Non, juste pour répondre. Moi, quand je dis qu'il n'y a pas rupture, il n'y a pas rupture diplomatique comme il y a eu au Mali, mais on est dans une situation d'une seconde décolonisation, effectivement, avec le rejet de tous les symboles de la puissance française en Afrique. Et ça, c'est maintenant. Et ça, c'est maintenant, absolument. C'est pas seulement maintenant. Je suis d'accord avec l'analyse d'Antoine Glaser. En fait, on a gardé un système qu'on a fossilisé pendant que l'Afrique évoluait. Mais elle n'a pas évolué du jour au lendemain. C'est-à-dire que de plus en plus, ce système qu'on appelle la France-Afrique, avec le franc CFA, les bases militaires, les armées qui interviennent à chaque fois qu'il y a un problème de sécuritaire, ce système était de moins en moins compris. Mais enfin, ça n'a pas daté de hier. Ça a explosé récemment, on peut le dire. Mais il fallait que cette Est-ce qu'il y a une politique... responsabilité d'Emmanuel Macron? Oui, c'est une responsabilité de François Hollande, de Sarkozy, de François Hollande et aussi de Emmanuel Macron de n'avoir pas compris ces évolutions et de ne pas avoir piloté la politique africaine pour l'adapter. De toute évidence, il fallait supprimer le franc CFA parce que c'est une compétence souveraine, les questions monétaires. Il fallait fermer sans doute certaines bases militaires. Il fallait aussi communiquer autrement. Il fallait se comporter autrement aussi. Il ne fallait pas garder Barkhane avec une armée française occupant pratiquement le Mali pendant près de 10 ans. C'était forcément incompris par la population, surtout si cette armée française se substitue à l'armée locale, si elle communique seule comme en terrain conquis. Toutes ces erreurs accumulées, toutes ces maladresses ont fini par faire exploser les choses au Mali et par contagion dans les autres pays de la région aussi. Francis Petitne-Tébi. Alors, quelle est la stratégie de la junte aujourd'hui? Parce qu'elle a recruté, j'ai vu, 50 000 civils pour épauler son armée. Donc, elle veut renforcer son armée et il y a une collaboration. Est-ce qu'elle veut justement collaborer beaucoup plus avec les Russes? On sait que Ibrahim Traoré était au sommet Russie-Afrique. Oui. Ça, c'était en décembre dernier. Oui. Wagner s'implante-t-il au Burkina Faso? Ce qui est sûr, c'est que les volontaires dont parlait l'ambassadeur Normand tout à l'heure, et la ministre des Affaires étrangères a eu cette formule assez bien inspirée en disant « Notre Wagner à nous, ce sont ces volontaires-là ». C'est vrai. Donc, c'est 50 000 civils en question. C'est 50 000 civils. Ça ne leur suffit pas? Apparemment, de toute façon, Wagner n'a pas les moyens de couvrir la totalité de ces territoires, ni le Mali. Oui, mais est-ce qu'il remplace la France aujourd'hui? Parce que le problème de Wagner, ça vient après. Les racines du mal viennent de loin. Wagner surfe sur une vague, sur un mécontentement, sur un désamour. C'est ça le problème. C'était un terreau propice. Oui. Mais absolument, Francis a raison. Wagner, c'est une milice privée. Wagner, c'est pas une armée. La force de la Russie, c'est qu'ils sont en train de déstabiliser la France à bas bruit et à bas prix.
non seulement à bas prix, mais ils vont se payer en plus avec les mines qu'il y a dans ces régions. Et la France est déstabilisée, pas du tout par l'État, c'est pas l'Ukraine. Ils ne sont pas déstabilisés par la Russie qui arrive en Afrique. Non, pas du tout. Ça veut dire la France est restée trop longtemps, effectivement, avec la présence de Barkhane, avec l'image de la France, les présences militaires françaises à l'ancienne. La présence militaire de la France en Afrique, ça sert finalement de déshérence, alors que le reste de la présence française est en déshérence. Vous avez cette présence militaire française extrêmement importante. Wagner, derrière Wagner, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la coopération militaire, il y a des hélicos, il y a de l'armement. C'est ça, en fait. Les Russes, ils sont très forts. Nous, on est en train de regarder, c'est vraiment du tout à qui regarde la Lune, on regarde Wagner. Mais les Maliens, ils ont signé des accords de coopération militaire extrêmement importants, parce que c'est une vieille tradition avec la Russie. Et alors le Burkina, on se retrouve le Burkina, le Premier ministre, il n'est pas allé là-bas tout seul, il est passé par le Mali, il est avec des militaires, et bien sûr qu'ils vont acheter de l'armement russe. Bien sûr, ils vont acheter de l'armement russe, mais c'est pas. Et nous, on va être encore sur Wagner, mais c'est une diplomatie d'influence des Russes à bas prix. Ça ne coûte pas grand-chose, Wagner, surtout s'ils se payent en or. Donc, Nicolas Normand, donc les Russes, en fait, ont bien joué leurs cartes. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais Wagner a des contacts et des négociations en cours actuellement avec le Burkina Faso. Il y a des gens de Wagner qui sont venus à Ouagadougou, mais rien n'a été signé, rien n'a été décidé, peut-être à cause du prix exorbitant, n'est-ce pas ? Un soldat, ou un mercenaire plutôt, de Wagner, ça coûte environ, paraît-il, 10 000 € par mois. Donc c'est plus cher que c'est le prix de plusieurs dizaines de soldats burkinabés. Donc ça pose problème pour les finances du Burkina Faso. Et d'autre part, ce ne sont pas une milice de mercenaires ordinaires, ce n'est pas une compagnie de sécurité privée ordinaire. Ce sont des repris de justice, des assassins qu'on sort de prison, qu'on met dans Wagner et qu'on amnistie ensuite après oui, mais ça ne les empêche pas d'être en RCA, ça ne les empêche pas d'être au Mali, de passer les accords avec les autorités. Des exactions épouvantables. Alors c'est une stratégie particulière qu'a adoptée le Mali de vouloir terroriser les villages et les régions qui pactisent avec les djihadistes, puisqu'il y a des accords locaux qui ont été signés avec les djihadistes. On tue tout le monde, c'est la technique de Wagner, pour terroriser, pour que la terreur change de camp en quelque sorte et que les populations ne soient pas attirées vers les djihadistes. Donc c'est une stratégie délibérée d'utiliser les exactions de Wagner. Et du point de vue de la Russie, je pense qu'eux, ils considèrent que le Sahel, ce n'est pas un terrain pour eux intéressant sur le plan économique ou autre, même géopolitique. Ce qu'ils veulent, c'est déstabiliser la région pour faciliter des mouvements migratoires et éventuellement une exportation du terrorisme. Il y a aussi des mines, il y a tout de même un certain nombre de ressources. Je pense qu'ils veulent instrumentaliser le Sahel pour déstabiliser les pays occidentaux. Ils le font par la propagande anti-occidentale. Ça favorise en fait les djihadistes. Les djihadistes, leur travail est préparé par les Russes, puisque les deux critiquent l'Occident. Donc ça prépare le terrain pour les djihadistes. Ça rend les gens anti-occidentaux. Ils veulent se passer de l'aide militaire et de l'aide au développement venant des pays occidentaux. Donc ils sont dans un comportement souvent suicidaire parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément de se défendre tout seuls. On va voir l'expérience du Burkina. Ils sont tout de même dans une opération suicidaire peut-être, mais opération séduction quand même avec ces élites Niagalé. Absolument, mais il me semble que la prudence s'impose dans la mesure où l'expérience malienne va aussi être une heure de vérité au bout d'un certain temps, parce qu'on voit très bien est-ce que les Burkinabés vont attendre de voir ce qui se passe sur le terrain au Mali avant de passer des accords avec les Russes? Peut-être qu'il y aura davantage de prudence, parce qu'il est évident que la situation sécuritaire, d'un point de vue opérationnel, n'a pas changé depuis l'arrivée de Wagner. Au contraire, on voit que les groupes se diffusent, djihadistes, et surtout se rapprochent de Bamako. En revanche, en termes de stratégie d'influence, c'est là qu'il y a une véritable puissance de la Russie, de Wagner, qui réactive à la fois d'anciens réseaux de propagande datant de la guerre froide, tout en utilisant des techniques très moderne de communication. Et on va voir justement que Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, était en visite hier tout simplement en Afrique du Sud. Il était à Pretoria et l'Afrique du Sud a annoncé qu'elle allait mener des exercices militaires conjoints avec la Russie et la Chine. On va écouter Sergueï Lavrov. Quant aux exercices navals, je pense qu'il n'y a rien à commenter. 3 pays souverains effectuent des exercices sans violer aucune norme du droit international.
Je ne comprends pas comment ils peuvent susciter une réaction mitigée. Les collègues américains pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir mener des exercices dans le monde entier. Francis Patine, il parle bien des collègues américains. Enfin, on voit bien que c'est vraiment la guerre sur le terrain africain. Est-ce qu'on est dans le même, finalement, un peu dans la même confrontation, que ça soit donc au Mali ou encore au Burkina, avec justement la Russie qui, là, vraiment ouvertement joue de l'influence. Je rejoins Nicolas Normand sur ce point. Vraiment, c'est que l'Afrique du Sud, qui a un partenaire traditionnel de la Russie, ça n'a rien à voir. Les Russes et les Chinois, ils veulent faire des manœuvres. C'est ça dont parle Lavrov. Manœuvres militaires. Mais au Sahel, vous avez d'autres acteurs bien plus importants que la Russie. Vous avez l'Algérie. Pourquoi la France se rapproche autant d'Algérie? Pourquoi Emmanuel Macron, il a emmené à l'Algérie ses généraux, son directeur général des DGSE? C'est pour parler aux Algériens, pas simplement d'armement, de parler du nord du Mali, de parler de toute la région. Donc vous avez des acteurs. C'est pas la Russie qui sera un acteur majeur dans la région du Sahel. C'est le djihad et c'est vraiment l'Algérie. Si l'Algérie et le Maroc qui s'entendaient, ça changerait complètement la région. Chaque région maintenant va avoir ses problèmes. L'Afrique du Sud a toujours été très proche des Russes depuis l'ANC. Et là, il l'affiche très clairement, malgré donc le conflit en Ukraine, qu'ils ne soutiennent pas les Ukrainiens. Ils l'ont dit clairement. Francis Patine, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire totalement Antoine d'accord. Gazzard? Donc la Russie, ce n'est pas le Sahel, c'est l'Afrique de l'Ouest, pour être un peu plus large, ce n'est pas vraiment le terrain de jeu des Russes. Moi, je pense pas. Il faut savoir que les courtisans de l'Afrique sont légion maintenant. Oui. Voilà. Vous savez que M. Lavrov a été suivi de la secrétaire américaine au commerce, qui est en tournée aussi en Afrique. Il succède, et le ministre des Affaires étrangères de la Chine est passé avant. Vous voyez? Donc, à ce moment, on a beaucoup de courtisans, et les Africains veulent aussi, ils voient leurs intérêts. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Africains francophones qui vous dira « j'aime la France ». Ça n'existe pas. Ils aimeront la France, ça dépend de combien le chéquier. Vous sortez le chéquier, on discute et on passe sérieusement. Ce n'est plus l'Africain qui rigole, qui aime. Il n'y a plus de tendresse dans l'affaire. C'est du business, c'est les intérêts. Et c'est normal parce que tous les États fonctionnent ainsi. Oui, il faut distinguer les pays qui se développent ou qui sont plus ou moins prospères en Afrique et qui sont... Ils ne sont pas francophones, voilà, à part un ou deux. Oui, à part le Sénégal et la Côte d'Ivoire quand même, qui vont assez bien. Oui, et le Gabon aussi, ça marche assez bien aussi. Donc, ça, sur le plan économique, au Gabon, sur le plan économique, ça marche. Il y a des pays francophones, il y a des pays francophones qui se développent. Voilà. Mais ceux-là sont courtisés un peu par tout le monde, hein, les Indiens, le monde entier. Le monde entier, voilà. Mais le Sahel, c'est différent. C'est une région de pays pauvres. Et c'est une région en cours de déstabilisation où il y a les djihadistes qui ont instauré une sorte de guerre civile avec une insécurité généralisée. Et vous savez d'où ils viennent? Voilà. Pourquoi? Oui, ils viennent essentiellement de ces pays-là parce que c'est essentiellement une jeunesse désespérée qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de possibilité de travail. Et la guerre en Libye aussi. Non, c'est pas la guerre en Libye. La guerre en Libye. Ce sont pas des. Non, c'est faux. Ce sont pas des Libyens. Voilà, il y a eu une révolution nationale en Libye, mais ce n'est pas ça qui explique la déstabilisation du Sahel. La déstabilisation du Sahel, elle vient de la désespérance et de l'absence de perspective d'une grande partie de la jeunesse qui se radicalise et qui est à ce moment-là embauchée, endoctrinée par des djihadistes qui n'ont rien à voir avec la Libye. Voilà. Alors, c'est ça la réalité, c'est des phénomènes endogènes qui se sont développés. Ce sont des Maliens, les djihadistes au Mali. Au Burkina, ce sont des Burkinabés, ce ne sont pas des Libyens, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas été armés non plus par les Libyens. Ils ont acheté leurs armes par les trafiquants. Les Maliens ont été armés par les Libyens. Ils sont rentrés avec armes et armements. Les séparatistes qui ont signé un accord d'Alger en 2015. Mais je parle maintenant des djihadistes. Et les djihadistes, voilà. C'est un phénomène. Les djihadistes, c'est un phénomène. Beaucoup sont venus d'Algérie. C'est un phénomène endogène. D'Algérie, voilà. Alors maintenant, la Russie, dans cette affaire, elle cherche à exploiter une situation de trouble, à mon avis, pour l'aggraver et pour, au contraire, déstabiliser cette situation. Là, je suis d'accord avec votre conclusion. Mais donc, allez-y, la Russie compte les mauvais points de la France. Oui. Ils sont là, ils comptent, ils voient
la France... Et la Libye en était. Elle exploite les maladresses de la France. Ça, Voilà. Oui, Et la c'est ça, Libye en c'est était. ce que, voilà. Et c'est pour ça que... Et en revanche, vous pensez que le conflit libyen est quand même vraiment à l'origine du terrorisme dans la région? C'est ce que vous dites? Bien sûr. Mais non, mais absolument pas. C'était des usines d'armement, Mais absolument c'était pas. ouvert. Absolument pas. Ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est pas monsieur du tout, Ambassadeur. c'est pas du tout, mais c'est pas du tout le cas. Mais écoutez, d'abord le problème de la Libye, c'est pas la France qui l'a créé. Il y avait ça fait, écoutez, au bureau, On va pas refaire tout le conflit Voilà, libyen. on parlait- Vous n'êtes pas non, d'accord? On débat un débat sur la Libye. Voilà. Il faut faire un débat sur la Niagali Libye. Bakayoko, pour en revenir justement aux djihadistes, parce qu'on voit que c'est endogène, etc. Ce qui est clair, c'est que la force française n'a pas réussi. Au départ, il y a eu une grande victoire, mais 10 ans après, les djihadistes sont beaucoup plus présents donc au Mali. Est-ce que c'est le même cas au Burkina? Est-ce qu'ils s'étendent à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest? Donc est-ce que ça serait aussi une démonstration bien, que pour l'instant, les Russes ne s'en sortent pas non plus, par exemple? Oui. Bon. Allez-y, Niagali. Oui, ça, il y a ce phénomène indéniable d'expansion incontrôlée jusqu'ici par tous les acteurs, qu'il s'agisse des partenaires internationaux ou des gouvernements nationaux, qui ne parviennent pas à enrayer cette progression. Simplement, si je peux ajouter un tout Là, on voit petit les mot. djihadistes au Burkina Faso, donc l'activité Voilà, et d'Al-Qaïda, alors l'activité en donc de orange, l'organisation voilà, État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique en bleu, pardon. Mais ce qui est frappant par rapport à cette question de la réponse internationale, qu'elle soit russe ou qu'elle soit... On n'a pas parlé de l'Iran, on n'a pas parlé de la Turquie, qui sont très présents aussi. Je Et pense nos amis que c'est... saoudiens. Exactement. Nos C'est amis ce qataris. qui fait qu'on n'est pas, contrairement à beaucoup d'analyses qui biaisent beaucoup de choses, dans une configuration de guerre froide. Ce n'est pas un camp contre un autre. C'est les intérêts de chaque partenaire qui sont utilisés de manière opportuniste, comme dans toute politique étrangère aujourd'hui, par les gouvernements africains. Et juste vraiment pour conclure, on aurait tort de croire qu'à l'intérieur même du camp occidental, il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, si on regarde la politique étrangère de l'Allemagne avec son fameux changement d'air, ils prennent énormément leur distance par rapport à la France en Afrique. Les Américains ont quand même fait un acte assez étonnant en récompensant Michael Zodi, qui est quelqu'un qui s'oppose frontalement à la France. Il y a une concurrence aussi à l'intérieur Bien du sûr. camp occidental qui est importante à Pendant noter. que la France faisait le gendarme, eux, les autres faisaient le business. Et du renseignement à leur profit. Oui. Donc, qu'est-ce que ça donne justement côté français? Est-ce que tout de même ce sentiment anti-français, Francis Patindé, est extrêmement installé? Est-ce que si les forces spéciales quittent le Burkina, est-ce que ça va effectivement calmer ce sentiment anti-français, ou est-ce que, je veux dire, il a gangréné toute l'Afrique Non, de parce l'Ouest? qu'il faut traiter ce sentiment anti-français, ce désamour, et avec beaucoup de Ce sérieux. n'est pas juste parce que les Français ont échoué face aux djihadistes qu'il y a de ce façon- sentiment anti-français. Est-ce qu'il est instrumentalisé Moi, par je le dirais un russe? Est-ce qu'il sentiment existe anti-France véritablement? officiel. Anti-France officiel, parce que, bon, pour le moment, on n'attaque pas. Donc, anti-France officielle, ça veut dire quoi? C'est Ça contre veut dire les tous les gouvernements autorités? successifs qui sont L'étiquette passés au étrangère. pouvoir, de gauche comme de droite, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont répété la même politique. On n'est pas loin de la politique de Focard. Moi, bon, les mêmes erreurs. Mais à l'époque, on avait l'impression qu'il y avait moins ce sentiment anti-français. Oui, que mais la population, c'est ça qui là, est mais quand même vous paradoxal. avez les réseaux sociaux, tout le monde a un téléphone portable, vous avez l'accès, vous êtes connecté sur le reste du monde, vous voyez qu'il y a des injustices, vous voyez que la situation ne s'améliore pas, quoi. Contrairement à ce que disait l'ambassadeur, en Afrique francophone, ça ne s'améliore pas. Une Côte d'Ivoire ne fait pas l'Afrique francophone. Vous savez, alors que vous voyez, il y a une partie de l'Afrique. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé dans cette partie de l'Afrique où on sent la progression. C'est l'Afrique australe, l'Afrique orientale. On sent qu'il y a une Progression économique. économique. Mais ça, avec ça, c'est... Mais pour parler encore de ce sentiment anti-français, Antoine Gazer, est-ce qu'on est dans une guerre informationnelle, et est-ce que ce sentiment anti-français n'est pas si profond que cela, mais vraiment provoqué par cette guerre informationnelle qu'il peut y avoir contre la propagande russe, par exemple, ou d'autres types de propagande? Je vais un peu me répéter. C'est pour ça que souvent je parle d'anachronisme historique. Ça veut dire c'est au moment où les intérêts français sont en déshérence sur ce continent avec une Afrique mondialisée, c'est une espèce de retour du refoulé, cette présence post-coloniale qui a imprégné
les esprits au niveau des Africains et de leur... Vous avez les tirailleurs sénégalais, etc. Maintenant, ce sont leurs petits-enfants qui n'ont bien sûr pas connu ces périodes. Mais c'est ça qui est en train de revenir. C'est pour ça que je pense, dis toujours, le boomerang africain, en particulier sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions. Il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Sauf que vous avez les Camerounais. Alors après, le Rwanda, il y a eu le rapport Rwanda, il y a un rapport sur l'Algérie. Sur la mémoire, et les gens ont envie de parler de cette période-là pour pouvoir passer à autre chose. Très rapidement, là, on parle de sentiment anti-français, on n'est pas en train de parler justement mais de c'est ça, c'est le sentiment histoire anti-français qui garde cette période de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui fait chacun d'entre nous. Nicolas Normand, parce qu'il est plus fort aujourd'hui que lorsque vous étiez ambassadeur, Oui, par bien exemple. sûr, il s'est beaucoup développé, mais c'est dû au fait qu'on n'a pas changé la politique africaine, n'est-ce pas? Macron avait laissé entendre qu'il y aurait des changements importants. Alors, il a fait quelques gestes symboliques, il a rendu des objets d'art, il a fait des rapports comme le rapport Mauclair sur le Rwanda, mais fondamentalement, on a gardé le système du franc CFA, même si on a fait quelques réformes. Mais il a été réformé. Ça a été réformé, mais il n'y a pas eu de bonne communication là-dessus, n'est-ce pas? On a fermé le compte d'opération à la Banque de France. On a transféré ce compte d'opération à la BCEAO. Il fallait en sortir complètement. Il fallait en sortir complètement, mais en même temps, ce n'était pas à la France de le dissoudre, puisque c'est une affaire de coopération avec 14 pays africains. Donc il aurait fallu réunir les 14 chefs d'État africains pour décider du sort du franc CFA. Étaient-ils d'accord? Certains voulaient garder le franc CFA. Oui, donc il fallait se mettre d'accord, mais il ne fallait pas garder le système sans rien faire, pratiquement, ou en faisant des choses homéopathiques, n'est-ce pas? Voilà, il y a aussi la question des bases françaises. Il fallait toucher aussi aux bases françaises. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de bases françaises aussi nombreuses en Afrique? Voilà. Donc, il n'y a pas eu ces grandes réformes qui étaient nécessaires. Et donc, le sentiment anti-français, il ne vient pas des Russes. Les Russes l'ont simplement exploité ensuite avec les réseaux sociaux. C'est l'effet boomerang. Il précède les Russes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer, puisqu'il nous reste quand même, pour conclure, que va-t-il se passer, grosso modo, au Burkina Faso? Déjà, ces 400, même si effectivement tout n'est pas encore officiel, Niagalé Bagayoko, est-ce que vous pensez effectivement qu'ils vont devoir partir, ces militaires, et où vont-ils aller? Est-ce que c'est direction le Niger? Alors oui, je pense que leur départ est acté, il est inévitable, puisque juridiquement, de toute façon, on ne peut pas revenir sur ce qui a été conclu. Où vont-ils aller? Le Niger accueille déjà un grand nombre de forces françaises et il n'a pas, à mon avis, intérêt à ce qu'il y en ait trop. Le Niger essaie justement de diversifier sa stratégie et donc on parle davantage d'un accueil par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et je suis très étonnée qu'on ne le mentionne pas plus souvent, la Côte d'Ivoire est quand même le pays qui, au début des années 2000, a vu le sentiment anti-français le plus violent à l'époque de la crise que le pays a connue. En 2004, il y a eu le bombardement de Bouaké, etc. Donc attention, la Côte d'Ivoire peut aussi être un terrain très risqué pour l'arrivée de nouvelles forces françaises. Il y a une question géostratégique. Quand vous regardez une carte, c'est pour ça qu'ils pensaient surtout au Niger. Si vous êtes un membre des forces spéciales françaises, vous n'avez pas envie de faire des heures d'avion sur votre théâtre d'opération. Et donc ça, c'est quelque chose, il y a des problèmes de militaires qui jouent également. Alassane Ouattara est à l'Élysée demain. Enfin, en tout cas, il déjeune avec Emmanuel Macron. Ils vont, j'imagine, en parler. Ce ne sera pas au hors-d'œuvre, à mon avis. Ce sera peut-être même à l'apéro. À l'apéro. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Le Sahel sera au menu. Et le Sahel, après la libération des soldats ivoiriens qui ont été rendus à la Côte d'Ivoire récemment, mais également du Burkina Faso, ça va de soi. Mais le poids de Alassane Ouattara va en s'amenuisant. Il n'a plus ce poids. Aujourd'hui, vous avez des militaires qui arrivent, des jeunes militaires, et vous avez surtout les populations. Mais que la Côte d'Ivoire risque... Oui, elle risque aussi d'être contaminée, à la fois par l'explosion démographique, avec l'immigration peut-être massive de personnes qui vont arriver, et aussi par des djihadistes qui peuvent... ils l'ont déjà fait d'ailleurs, des attentats en Côte d'Ivoire. Il y en a eu déjà deux fois au moins, plusieurs fois. Mais l'important, c'est de voir ce que les pays africains souhaitent. Ils sont confrontés à un danger très grave en ce moment, causé par les djihadistes, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique. Certains, comme le Burkina, pensent
qu'ils peuvent faire face à cette situation avec leurs milices qu'ils vont armer, qu'ils vont essayer d'encadrer, donc par un sursaut national. On ne peut pas dire que ça va échouer. Ça va peut-être réussir. On le souhaite tous. Si les pays africains peuvent se débrouiller de façon indépendante, c'est la solution idéale. Mais pourquoi fait-il appel aux Russes alors ? Mais ils n'ont pas encore fait clairement appel aux Russes. Mais et les autres pays africains sont des pays fragiles. Leur armée est fragile. Souvent, les chefs d'État se sont méfiés de leur armée, n'est-ce pas ? Au Burkina Faso, il y a eu 9 coups d'État, dont 6 entre militaires. Donc, de ce fait, ils ont souvent affaibli leurs armées. Donc, ces armées, souvent, ne sont pas en mesure de résister à la pression des djihadistes. D'où le fait qu'il faut les aider. Moi, je crois que c'est l'intérêt des pays européens de les aider parce qu'il y a une menace véritable de déstabilisation de cette région. Mais les aider comment alors ? Et si cette région éclate, il y aura des conséquences sur la France et sur l'Europe. Donc il faut qu'il y ait une force militaire qui reste Non, il ne faut pas imposer quoi que ce soit. Il faut être à l'écoute et les aider autrement, puisque les formes d'aide ont échoué. Aide économique, développement, aide économique, mais aussi aide militaire. Mais aide militaire en matériel, en conseil, en formation, en renseignement, mais pas par une présence visible de l'armée française autant que possible. Antoine Gazer. Juste un mot, c'est pas le sujet du jour, mais on parle toujours de djihadisme, de terrorisme dans la région. Mais la région, je vais vous dire, en ce moment, c'est des trafics en tout genre, de tonnes de groupes armés, et pas simplement les djihadistes. C'est que finalement, il y a des tas de gens, y compris au pouvoir dans ces pays, qui trouvent leur compte, parce qu'il y a beaucoup de business dans toute cette région, contrairement à ce qu'on dit. Sans parler des trafics de drogue qui se passent dans toute la région depuis l'ensemble du golfe de Guinée. Il y en a toujours eu quand même. Je peux vous assurer que là, il y a un accroissement extrêmement important qui est dû justement à ce secteur, tout ce secteur informel qui gagne toute la région. Alors bien sûr, vous êtes jeune, on vous propose déjà de vous donner de l'argent pour avoir une Kalachnikov et surtout de faire du trafic en tout genre avec votre voiture. Il n'y a pas photo tant que les États sont absents. Bon, c'est ça qui est important. Alors, les États sont absents. En dehors du djihad. Niagalé, Bagayoko, les États sont absents. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Ils sont dans les capitales. Oui, c'est le Far West sans shérif. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il ne faut pas mésestimer le fait qu'on assiste à des recompositions politiques profondes, y compris sur le territoire même des États. C'est-à-dire que l'autorité de ces États est contestée à l'intérieur par des groupes, djihadistes, mais des groupes rebelles, comme dans le nord du Mali, des groupes comme les milices Dogon, dans le centre du pays, par certains groupes criminels. Et donc, c'est surtout à l'intérieur que les choses sont en train de se reconfigurer. On regarde beaucoup l'aspect militaire des choses, mais à mon avis, ce vers quoi on s'achemine dans la région, c'est vers des régimes conservateurs, qu'ils soient militaires ou religieux, d'ici 2 ou 3 ans. Et c'est peut-être la fameuse stabilisation et pas seulement qui est attendue par les... Et pas seulement musulmans, chrétiens aussi, qui est attendue par les partenaires internationaux. Ils veulent une région stable. Peut-être qu'elle est en train de se mettre en place à la faveur des coups d'État. Alors, sans la présence française ? Sans nécessairement la présence française, mais avec des modèles qui ne correspondront pas au modèle démocratique qui a été promu par l'Europe, par la France, depuis une trentaine d'années. Francis Patindé. Ça peut se passer sans la France. Mais je vois, pour revenir au Burkina Faso, le capitaine Traoré, il est là, il fête ses 100 jours de pouvoir en ce moment. Et vous savez, il y a 19% de plus d'attaques depuis son arrivée au pouvoir que sous son prédécesseur. Donc il a un impératif sécuritaire, c'est former ces volontaires dont vous parlez, former sa propre armée et combattre. Et il le fait. Il se déplace souvent sur le terrain, plus que son prédécesseur. Même ces derniers jours, M. Macron l'a dit, il n'est pas dans la capitale, il va me répondre quand il reviendra du front. Donc c'est quelqu'un qui est déterminé. Et il peut relever le défi. Voilà. Et qui dit on a besoin de personne pour se battre. On sait à nous qui devons défendre notre territoire. On revient à la souveraineté. Là. Voilà, mais le défi n'est pas que militaire. Il faut évidemment un volet militaire pour tenir tête à tous ces groupes armés qui attaquent les populations civiles, qui attaquent l'État. Mais il faut aussi un volet économique, un volet de développement, un volet social et un volet de renforcement des fonctions régaliennes de l'État. Au départ, la cause profonde du mal, c'est la fragilité, la faiblesse de cet État qui n'assure pas le contrôle de son territoire, le contrôle de sa société et qui n'offre pas de services publics à commencer par l'école, mais aussi les autres services publics, la santé, la perspective d'un développement économique aux régions. Donc c'est
toute une région qui est délaissée, des territoires ruraux qui sont délaissés et qui finissent par se rebeller, qui finissent par être sensibles également au discours djihadiste qui est de dire c'est l'État corrompu, impie, pro-occidental et démocratique qui ne fonctionne pas. Mais ça reste leur problème à eux. Que vous devez attaquer, que vous devez attaquer. Et ce discours est reçu quand même, est compris. Et donc, on est dans un cas de faillite un peu des États démocratiques occidentaux modernes qui n'ont pas bien fonctionné. Et ils sont un peu à la recherche d'un autre modèle. Alors, ça pourrait être le modèle que dit Niagalé, c'est-à-dire des modèles conservateurs religieux. Oui, c'est possible. Merci Nicolas Normand, merci Niagalé Bagayoko, merci Francis Patindé, merci Antoine Glaser. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.